Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour un nouveau numéro de décryptation Niwa d'Info. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto, est bien de retour au Cameroun depuis dimanche 8 juin 2025, un événement qui a immédiatement ravivé les tensions dans la capitale économique du pays. On en parle avec vous. Laurent Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Le retour de Maurice Kamto au Cameroun après une tournée en Europe est un événement. D'abord, quelles étaient ses principales motivations? En fait, Maurice Kamto est, comme on le sait actuellement, un des ténors de l'opposition au niveau du Cameroun. On se rappelle que lors de la dernière présidentielle, il a tenu tête au président Paul Biya. Il a même contesté les élections, ce qui lui a valu pratiquement 9 mois d'emprisonnement. Il est allé en Europe comme les opposants le font, puisque dans beaucoup de nos pays, l'essentiel de la diaspora est dans l'opposition. Quand je dis dans l'opposition, physiquement ils y sont. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est comme s'ils sont sur le terrain parce qu'ils posent les problèmes du pays, ils participent aux revendications. Financièrement également, ils sont dans l'appui de la contestation au niveau de nos pays. Donc c'est tout à fait normal qu'il aille au niveau de la diaspora pour voir ses militants et il faut le dire clairement, il a réussi son meeting à Paris. Il a vraiment réussi à rassembler du monde. Certainement, ça a ravivé des idées au niveau du pouvoir en disant le perturbateur est en train de venir encore. Lui, il a voulu aussi partir de Paris où il a pu rassembler les gens, descendre également au Cameroun, faire la même chose pour montrer qu'il est aussi populaire à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Sauf que ces rencontres ont rapidement été empêchées. Oui, la rencontre a malheureusement été empêchée, ce qui n'est pas normal du tout. Mais un leader politique qui rencontre ses militants au siège de son parti, quoi de plus normal? Et il l'a dit de façon extrêmement claire, les autorités ont bel et bien été informées de la rencontre. Mais on est allé le trouver dans sa résidence. Il dit lui-même que on l'a finalement gardé au niveau de sa résidence, on ne lui a pas permis de pouvoir sortir. Et là, il faut apprécier quand même ce caractère d'homme d'État qu'il a eu. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui l'attendaient. Il leur a dit, mais moi je suis chez moi, on me bloque, on m'empêche de sortir, je ne veux pas que le rassemblement continue jusqu'à la nuit, et cela va pouvoir se traduire par des violences. Mais je préfère qu'on annule la rencontre avec vous et que chacun rentre chez lui tranquillement. Pourtant, c'est le même qui est en train d'être accusé par le parti au pouvoir, le RDPC, et le président également, comme quelqu'un qui tient des discours de haine, qui veut diviser la nation camerounaise. Il est le fauteur de troubles, je ne sais pas, les qualificatifs sont énormes, surtout dans la déclaration du parti au pouvoir, où l'on se demande, mais par rapport à l'acte posé, mais les accusations ne correspondent pas du tout aux faits qui sont là devant nous. C'est pourquoi la question qu'il faut se poser, est-ce que le meeting de Paris a fait tellement peur au Cameroun qu'on ne voulait pas que le monsieur puisse rencontrer ses partisans et continuer dans cette mouvance où on sent qu'il a du soutien? Il n'a même pas fait le tour du Cameroun. Il est juste allé dans un seul endroit, il n'a même pas pu rencontrer les gens. Est-ce qu'il le craignent jusqu'à ce point? Et pourquoi? Et ces dernières années, Maurice Kamto, c'était quand même un peu effacé de la scène politique camerounaise, mais comment expliquer ce regain d'intérêt depuis son retour? En fait, il est extrêmement difficile de faire de la politique dans nos pays. C'est ça la vérité. Surtout quand on est de l'opposition. Surtout quand on est de l'opposition. Quand on est au pouvoir, c'est facile. On a tout à sa disposition, radio, télé, tout. L'opposition a du mal, surtout ici qu'on est en face d'un mandat de 7 ans, d'un mandat à l'autre. Rien que sur le plan financier, sur le plan mobilisation des personnes, ce n'est pas une mince affaire. Et ça fait qu'on sent davantage l'opposition quand il y a des problèmes. On sent davantage l'opposition quand on s'approche des élections. Ici, c'est le cas. On est pratiquement à 4 mois des élections qui doivent avoir lieu au mois d'octobre. Donc, c'est le moment, effectivement, pour ceux qui sont candidats, et Kamto est candidat, pour qu'ils commencent à se faire entendre. Mais, du côté du pouvoir, on considère qu'il ne peut pas être candidat, ça c'est une autre affaire. Mais il est normal que Kamto se fasse entendre. Parce qu'à 4 mois, c'est le moment de se faire d'abord entendre, de mobiliser la machine électorale, parce que même si c'est les présidentielles, ce n'est pas la seule personne qui fait la campagne électorale, il faut mettre en place des comités, etc. Il faut préparer les gens pour avoir des observateurs au niveau des bureaux. Il y a énormément de choses qu'il faut faire. Ça demande des moyens d'abord. Mais en plus, si on accepte qu'on est opposant, mais qu'on laisse à cet opposant la possibilité de préparer la présidentielle, on est à 4 mois de la présidentielle, et rien de plus normal dans ces conditions qu'on commence à dire à ses troupes, attendez, préparez-vous, mobilisez-vous, on va vers une nouvelle campagne électorale. Mais malheureusement, on lui a interdit. Et justement, à l'approche de la présidentielle, le Cameroun, en quoi ce retour de Maurice Kamto pourrait-il influencer la dynamique politique dans le pays? En fait, il est craint depuis un certain temps, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la bête noire du pouvoir, c'était le doyen Ni John Fundi, qui n'est plus de ce monde. Son parti, le SDF, rencontre quelques petites difficultés, bien qu'il y a Joshua qui est là, qui essaie de prendre la relève. Mais quand on regarde aujourd'hui sur l'échiquier politique, Maurice Kamto semble être celui qui veut faire l'alternative. D'ailleurs, lui, il en est parfaitement convaincu, parce que dans son meeting à Paris, il a fait même, j'allais dire, de la provocation, en disant, bon, que la famille Biya reste tranquille, les gens n'ont pas à avoir des inquiétudes. Si lui, il accède au pouvoir, cette famille ne risque absolument rien quand les Camerounais vont accepter de faire de lui, Kamto, le président de la République. Eh bien, ça, les partisans de Biya n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille. On l'a traité de tous les noms parce qu'il parlait en posture de potentiel, pour ne pas dire de futur président du Cameroun, étant convaincu qu'il peut gagner ces élections. Et à l'avenir, y a-t-il des perspectives pour un dialogue politique ou des négociations possibles entre le MRC et les autorités camerounaises? Dans tous nos pays, le dialogue politique doit être quelque chose de permanent. C'est ça qui donne un sens au dialogue politique. On ne fait pas de dialogue politique dans nos pays, on fait souvent un dialogue électoral.
C'est-à-dire à l'approche des élections, l'inscription sur les listes électorales, ceux qui doivent sortir des listes électorales, le processus électoral, le comité qui se charge d'organiser les élections, CENI, autorité pour les élections, puisque chacun a son appellation, la désignation des personnes, la représentation de l'opposition. Ça, c'est un dialogue électoral. Dans le pays, on doit faire un dialogue politique. Le dialogue politique signifie que Maurice Kamto est un opposant. Il l'est de façon officielle. Il a un parti. Ce monsieur a le droit, à travers tout le Cameroun, de mener des activités de la façon la plus légale. Tant qu'il ne sort pas de la légalité, l'État doit se charger de sa sécurité et de la sécurité des activités qu'il est en train de mener. Et ça, c'est dans un dialogue politique apaisé qu'on peut régler ce genre de questions. Mais à 4 mois des élections, ça ne peut pas être un dialogue politique apaisé. Puisque ceux qui veulent prendre le pouvoir vont faire pression pour prendre le pouvoir, ceux qui veulent conserver le pouvoir vont faire pression pour conserver le pouvoir. Il n'y aura que deux logiques, prendre le pouvoir et conserver le pouvoir. Ce n'est pas un dialogue politique, c'est un dialogue électoral. Et c'est pourquoi ça ne sert absolument à rien, de façon générale. Même quand on le fait, vous avez des élections qui ne se passent pas bien, vous avez des violences après les élections, alors qu'un dialogue politique aurait permis, à l'intérieur du dialogue politique, de faire un dialogue électoral en période apaisée pour régler de façon beaucoup plus claire le processus électoral à tout point de vue, sans qu'il y ait des élections en vue immédiatement. Calmement, sereinement, on peut trouver quelque chose qui peut aller très loin. Sur le plan médiatique, pourquoi ce retour de Maurice Kamto a fait autant de tollé? C'est que Kamto est l'homme attendu, il était déjà l'homme attendu aux élections de 2018. Et effectivement, on a vu mobiliser les populations, ça a secoué le parti au pouvoir. Cette fois-ci, ça fait beaucoup de bruit parce que certains juristes qui sont du Conseil du pouvoir disent que Maurice Kamto ne peut pas être candidat. C'est-à-dire on revient à cette tradition, je ne veux pas dire africaine, parce que malheureusement tous les pays ne le font pas, où quand il y a un candidat qui potentiellement peut accéder au pouvoir, on est toujours prêt à trouver des alibis, des trous par-ci, des fenêtres par-là, pour disqualifier la personne. Et c'est ce qui est en train d'être fait avec Maurice Kamto. Il faut rappeler que son parti a boycotté les élections sénatoriales, législatives, municipales, ce qui fait qu'ils n'ont pas d'élu. Les gens s'accrochent actuellement sur un article du code électoral qui dit qu'il ne peut pas être candidat quelqu'un qui n'a pas des élus. Comme ils ont boycotté, il est clair qu'ils n'ont pas obtenu des élus, puisqu'on ne peut pas avoir des élus en ayant boycotté les élections. Et les gens s'appuient sur ça aujourd'hui pour tout faire pour l'empêcher d'être candidat, bien qu'il a déclaré sa candidature. Mais risque-t-il de tomber dans son propre piège, si je peux l'exprimer ainsi? Si on s'en tient à ce texte du code électoral qui est évoqué, l'article 121 précisément, il est clair pour ceux qui sont au pouvoir qu'il ne peut pas être candidat. Il a une autre option quand même, être un candidat indépendant, mais là-bas il y a une sorte de parrainage, il a besoin de 300 signatures de personnalité au niveau du Cameroun. Donc il y a cela qui fait déjà parler, parce que Kamto, qui était candidat en 2018, qui a été la bête noire du pouvoir, si on dit qu'il ne sera pas candidat cette fois-ci, ça fait déjà l'objet de débat. La deuxième chose, il a mobilisé en France, il a fait l'information. Il a mobilisé également à Douala, il a également fait l'information sur ce plan-là, raison pour laquelle effectivement les réseaux sociaux, les médias, tout le monde ne parle que de ça. Pourquoi on a voulu l'empêcher de faire sa démonstration de force? Parce qu'il s'agissait d'une démonstration de force. Et pourquoi dans les médias, les partisans du pouvoir insistent autant sur le fait qu'il ne pourra pas être candidat, alors que ce n'est pas à eux de valider une candidature, c'est au Conseil constitutionnel de le faire. Bien, pensez-vous que le retour de Maurice Kamto marque en tournant dans la scène politique camerounaise? Oui, ça marque un tournant, puisque vous vous rappelez qu'il y a eu un débat, j'allais dire, macabre à un certain moment au Cameroun, où on a annoncé le décès du président jusqu'à ce que finalement qu'on interdise même qu'on en parle dans les médias. Si vous regardez après cet événement, c'est ça qu'il y a comme événement au Cameroun. Quand vous mettez les deux choses ensemble, celui dont on discute s'il est vivant ou s'il n'est pas vivant, le président Paul Biya, qui pour le moment n'a pas lui-même individuellement, de façon explicite, dit qu'il est candidat. Il a 92 ans. Ses partisans ont dit clairement qu'il va être leur candidat. Mais quand Kamto se présente, cela pose un problème. Parce que généralement, ceux qui sont au pouvoir, quand ils veulent avoir un dauphin, ils ne veulent pas que le dauphin rencontre des adversaires qui peuvent le battre. Et c'est ce qui amène souvent, quand on doute du dauphin, on a tendance à vouloir revenir au pouvoir, à être candidat, pour être sûr qu'on va gagner les élections, ou bien à supprimer ceux parmi les opposants qui seraient en mesure de battre le dauphin au niveau des élections. Et c'est exactement le cas de figure actuellement au niveau du Cameroun. C'est pourquoi Kamto fait autant parler actuellement au niveau du Cameroun. Et quels sont, selon vous, les enjeux majeurs pour l'opposant Kamto et son parti en vue des élections à venir? Le premier enjeu, c'est sa candidature. Parce que vous avez déjà des juristes qui démontrent qu'il ne peut pas être candidat. Donc on est encore dans cette situation que l'on voit de plus en plus en Afrique. D'habitude, à 1 an des élections, on connaît déjà les ténors qui vont participer. De plus en plus dans nos pays, à 4 mois des élections, on a du mal à savoir, parmi ceux qu'on attend le plus, qui est candidat, qui n'est pas candidat. On l'a vu au Sénégal, on l'a vu également en Côte d'Ivoire, puisque jusqu'à présent, il y a ce problème qui se pose. L'autre enjeu, c'est qu'il faut qu'on fasse attention. La dernière campagne au Cameroun, la suite des élections, c'était de la violence. Les médias camerounais reviennent là-dessus pour poser ce problème. Est-ce qu'on va aller encore vers des élections avec des violences? D'ailleurs, certaines ambassades européennes ont commencé à dire à leurs ressortissants qui n'ont pas des choses importantes à faire au Cameroun de quitter le pays parce que la tension politique est en train de monter et ça peut se traduire par de la violence. Kamto également est conscient de la chose et dans son meeting à Paris, parce qu'il a parlé, il a dit aux gens de faire attention parce que quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faudrait pas s'étonner qu'à un certain moment, que ce peuple puisse s'énerver et se soulever, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc lui aussi, il montre aux gens qu'attendez, ne pensez pas qu'on va rester les bras croisés, les Camerounais sont fatigués,
Ils veulent un changement, ils veulent le développement, et lui, il se présente comme celui qui porte ce changement, celui qui va développer le Cameroun, comme il dit, avec les Camerounais. Mais c'est toujours une des difficultés dans notre géopolitique. Vous avez le pouvoir qui menace tout le temps. Si vous manifestez, vous allez voir, nous allons vous mater, on ne vous laissera pas faire, l'ordre force restera à la loi. Vous avez l'opposition également qui fait la même chose. Nous allons faire une manifestation massive, pacifique, c'est ce qui est dit tout le temps. Nous allons montrer le mécontentement des populations, etc. Et on sait là où ça aboutit à chaque fois. Donc il y a cet enjeu également en matière de violence qu'il faut éviter. Le Cameroun n'en a pas besoin. Des élections, rien de plus normal dans une république. Rien de plus normal dans une démocratie. Comme je l'ai dit à chaque fois, qu'on crée les conditions et qu'on laisse le peuple parler. Parce que dans les élections, c'est le peuple qui parle. Qu'on le laisse parler, que personne ne modifie sa parole, qu'on laisse les élections se faire correctement, et on va voir qu'est-ce que le peuple a dit. Et ce que le peuple a dit, ça sera celui que le peuple a choisi. C'est tellement simple qu'on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois qu'on dit élection en Afrique, qu'on veuille en faire un problème extraordinaire. Je taquine tout le temps en disant c'est même pas des mathématiques, c'est de l'arithmétique. Il faut savoir compter une carte, deux cartes, trois cartes pour savoir quel est celui qui a eu le plus grand nombre de bulletins, c'est tout. Et puisque nous parlons du Cameroun, dont la guerre sécessionniste n'est toujours pas conclue, il y a eu de nouvelles violences dernièrement. Oui, au niveau de la partie anglophone, le problème n'est pas résolu. L'intensité de la guerre n'est plus là, comme ça a été pendant un certain moment, mais le problème n'est pas résolu. Vous avez des populations qui sont déplacées, et dans le discours du parti au pouvoir, on accuse Kamto d'être de ce côté-là. Bon, ils vont même plus loin en le ramenant à l'ethnie à laquelle il appartient, les Bamikélé, pour dire qu'en fait, c'est eux qui sont les troubles faits du Cameroun, pas lui seul, mais eux. Donc on renvoie la chose à son appartenance, et c'est deux discours que moi je trouve dangereux. Il y a déjà un problème avec la partie anglophone du Cameroun. Il faut résoudre le problème, au lieu d'essayer de verser de l'huile sur le feu. De la même manière, Kamto, on n'a pas à regarder à quel groupe il appartient. C'est un citoyen camerounais qui a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. S'il remplit les conditions, le groupe auquel il appartient n'a rien à voir avec l'élection, parce que ce n'est pas ce groupe qui va faire de lui un président de la République. Ce sont les citoyens camerounais qui vont faire de lui un président de la République. Merci, Boris Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage de jour.